Salut, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Je vous présente mon émission Indépendance financière et hypothèque, dans laquelle je vais parler de finances personnelles, d'argent, de trucs pour arriver à l'indépendance financière et bien sûr d'hypothèque. Je m'adresse à ceux qui veulent s'enrichir, qui veulent prendre leurs finances en main. Je m'adresse à la classe moyenne, ceux qui veulent sortir du rat race. Je vous transmettrai ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Donc, je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Bonjour, vous écoutez Indépendance financière et hypothèque. Ici Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Aujourd'hui, épisode numéro 19, je veux parler d'impôts. Et je veux parler aussi des comptes enregistrés, REER, CELI, REEE, FER, CRI, CELIAP. Il y en a d'autres. Je vais me limiter quand même. Je veux simplement faire un survol aujourd'hui. L'idée de parler d'impôts, de comptes enregistrés, c'est que dans notre cheminement vers l'indépendance financière, c'est certain qu'à un certain moment donné, on va être confronté à payer de l'impôt, puis on a tout avantage à profiter des différents régimes, des différents comptes enregistrés que le gouvernement canadien nous permet. C'est aller vers l'indépendance financière. On parle d'épargne, on parle qu'il faut épargner, il faut investir, mais évidemment, il faut travailler, il faut générer du revenu. Cela fait en sorte qu'on n'a pas le choix, il faut payer de l'impôt. L'impôt, c'est important c'est important de le payer, c'est important pour le pays, pour la société. On doit redonner, on a beaucoup de services que le gouvernement nous procure. C'est la redistribution de la richesse aussi, en quelque sorte, puis le gouvernement s'assure qu'on a une excellente qualité de vie, puis que tout le monde est est bien pris en charge. Évidemment, on peut avoir plusieurs débats politiques, mais donc, à la base, c'est une bonne chose de payer de l'impôt. Si on paye de l'impôt, ça veut dire qu'on participe bien à la société, ça veut dire qu'on génère du revenu et puis on est en bonne voie. On n'a pas le choix, si on veut aller vers l'indépendance financière, de payer notre impôt, mais aussi, on ne veut pas en payer nécessairement plus que ce qu'on a besoin de payer. Puis, le gouvernement va nous encourager par certains incitatifs quand on va épargner d'une certaine façon. Quand on va, par exemple, épargner pour notre retraite, quand on va épargner pour certains projets, on a le droit à un petit budget. Ça, c'est le CELI. Pour la retraite, c'est le REER. On a le droit d'épargner aussi, puis avoir des subventions dans le cas du REEE pour épargner pour l'étude de ses enfants, pour payer leurs études. Ensuite, le CELIAP. Le CELIAP, c'est la nouveauté de 2023. Donc maintenant, on peut épargner pour l'achat de sa première propriété. Donc, je vais faire un survol. Je n'irai pas en détail dans chacun des comptes enregistrés qu'on peut avoir, mais c'est le sujet aujourd'hui que je veux aborder. Donc, évidemment, comment c'est calculé l'impôt au Canada? Bien, rapidement, là, plus qu'on fait, plus notre taux d'imposition va être élevé. Donc, si on fait un revenu minimal, je ne sais pas moi, 20-30 000 $ par année, on ne paiera pas beaucoup d'impôts. Mais au fur et à mesure qu'on fait plus, donc si on fait 40, 50 000, 60 000, on va tomber dans des tranches d'imposition un petit peu plus élevées. C'est un système progressif. Donc, nos premiers dollars de revenus sont moins imposés que nos derniers dollars de revenus. Si on fait au-delà, un individu fait au-delà de 100 000 $, bien, la tranche d'imposition va être plus élevée rendue là que la tranche d'imposition au niveau de 50-60 000 $. Donc, ça c'est la base. Évidemment, on est imposé selon notre revenu annuel. À la fin de l'année, on sait combien qu'on a gagné, soit en emploi, soit en placement, parce qu'on on n'a pas juste notre travail qui peut générer du revenu, puis ça, c'est vraiment clé aussi pour l'indépendance financière. Nos placements,
notre capital peut aussi générer du revenu, bien, ce revenu-là aussi va être imposé, que ce soit un gain en capital ou des revenus de dividendes de sociétés canadiennes ou des revenus d'intérêt, par exemple. Si ce n'est pas dans des comptes enregistrés, ça va être pleinement imposé. On va devoir le déclarer dans notre déclaration fiscale. Et puis, notre taux d'imposition dépend de tous les revenus qu'on aura fait dans l'année. Puis, OK. Donc là, je continue, j'y vais avec les différents régimes. Le REER, OK? Le REER, c'est le régime. Puis là, je parle des différents régimes, puis c'est la base pour être un peu tout le monde. On devrait bien être au courant quels sont les différents régimes de retraite. Euh, puis c'est assez. Je suis toujours surpris, en fait, que les gens ne connaissent pas bien ces choses-là. Peut-être que moi, j'ai eu un intérêt marqué pour ça assez jeune. Puis ces comptes-là sont assez importants, je pense, dans la vie de tous les Canadiens qui payent de l'impôt, qu'on devrait tous les connaître, mais c'est peut-être pas le cas, puis c'est correct. Puis je vais simplement faire un survol, c'est ça, si jamais. Donc, c'est ça, pour donner des descriptions sommaires de ces comptes de régime. Donc, je commence par le REER. Donc, le REER, dans le fond, c'est pour que le gouvernement nous permet d'ouvrir un compte REER. On peut en avoir plusieurs là, dans plusieurs institutions financières. On a juste une limite de cotisation. Le gouvernement nous permet d'ouvrir ce type de compte-là dans le but d'épargner pour notre retraite. Puis ça, c'est une bonne idée pour lui de faire ça parce que de cette façon-là, le contribuable va pouvoir se supporter lui-même rendu à la retraite. Puis le gouvernement, lui, n'aura pas besoin donc si on prend soin de nous-mêmes, si on accumule de l'argent pour notre retraite, ben le gouvernement n'a pas besoin de le faire pour nous. Donc c'est une bonne chose qu'il nous offre un crédit, ben pas un crédit d'impôt, mais une façon d'épargner pour notre retraite qui réduit notre imposition. Parce que dans le fond, le REER, c'est quoi? C'est de l'impôt qui est reporté. Donc, tout le montant dans une année qu'on va qu'on va ajouter dans un compte REER, supposons qu'un individu ajoute, je ne sais pas moi, 10 000 dans ses comptes REER pendant une année, mais ce 10 000 là va pouvoir le réduire, il va pouvoir réduire son revenu imposable durant l'année. Ce que ça fait, c'est que le 10 000 va aller dans un compte, il va devoir rester là jusqu'à temps qu'il soit retiré. Puis là, l'idée, c'est que au moment de la retraite, le contribuable va pouvoir retirer le montant du compte REER et payer son impôt à ce moment-là. Hein? L'impôt doit toujours être payé. Hein? Si ce n'est pas maintenant, ça va être plus tard. Le REER, c'est un mécanisme pour reporter l'impôt à plus tard. Puis ça a beaucoup de sens, surtout si pendant nos bonnes années de travail, on fait beaucoup de revenus, par exemple, puis on est imposé à des taux d'imposition assez élevés, tandis qu'à la retraite, souvent, on a moins de dépenses. Alors, à ce moment-là, on va être moins imposé. Donc, souvent, on va épargner de l'impôt en faisant ça, même si c'est un report, on peut aussi épargner de l'impôt. En plus que dans le compte REER, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va acheter des produits de placement, on va acheter des investissements avec nos REER, puis ces placements-là vont faire des fruits, vont augmenter en valeur, et puis pendant tout le temps que les fonds restent dans le compte REER, ben, ce n'est pas imposé à ce moment-là. C'est imposé seulement à la sortie quand on arrive à la retraite. Là, il y a différentes règles. Mais en gros, c'est ça le REER. Et puis, dans le contexte de l'indépendance financière, où est-ce qu'on veut garder nos dépenses assez basses, et puis c'est tout à fait approprié pour quelqu'un de prendre quelques années à faire beaucoup, beaucoup de revenus, placés dans ces REER au maximum, parce qu'évidemment, il y a un maximum, il y a un plafond. Le gouvernement ne permet pas de mettre des millions de dollars, de cotiser des millions de dollars dans son REER. On a un certain pourcentage de notre revenu maximum qu'on peut mettre, plus il y a un plafond aussi absolu. Là. Même si tu fais 1 million de dollars, tu ne peux pas placer nécessairement 200. Tu sais, c'est ça, il y a une limite de quelque chose comme, je pense que c'est 20 000 ou en tout cas, là, je n'ai pas le montant exact, donc je ne vais pas m'avancer tant que ça sur le maximum. Mais
Donc, quelqu'un qui, justement, voudrait travailler, bûcher fort pendant 10 ans, faire des gros revenus, ben, il a intérêt à maximiser ses cotisations REER. Puis ensuite, s'il veut arrêter de travailler et puis réduire ses revenus, il peut étaler ça pendant une longue période avec des taux d'imposition beaucoup plus bas. Par exemple, quelqu'un pourrait faire pendant ses années de travail 150 000, 200 000, et puis pendant ses années de retraite, décider de se retirer, je ne sais pas moi, 50 000 par année en revenus. À ce moment-là, le 50 000 va avoir beaucoup moins d'impôts à payer que le 50 000 sur le 200 000 au complet. Donc, peut-être que ce n'est pas clair, mais on va économiser de l'impôt en le reportant vers des années où est-ce qu'on va faire moins de revenus. Donc, ça, c'est pour le REER. Important de l'utiliser pour quelqu'un qui veut aller vers l'indépendance financière. Le CELI, OK, le CELI, c'est un compte qui est un peu plus récent que le REER. Là, je n'irai pas dans l'historique parce que je n'ai pas les années, j'ai pas. Mais en gros, le CELI, donc, il n'y a pas de déduction d'impôt. Donc, quand on contribue, contrairement à notre REER, quand on contribue à notre REER, on peut réduire notre revenu imposable. Mais quand on contribue à notre CELI, on ne peut pas déduire de notre revenu le montant. Donc, c'est juste le bénéfice, c'est que tout ce qu'on va, notre capital, notre argent qu'on place dans notre compte CELI, là, on va acheter des placements, on va peut-être des fonds négociés en bourse, des obligations, tout ça va rapporter intérêt, va faire des gains en capital, va peut-être gagner des dividendes. Tout ça est libre d'impôt. Donc, c'est un endroit, c'est un coffre où mettre des placements qui sera totalement libre d'impôt. Ça, évidemment, il y a une limite. La limite, elle a commencé dans les années 2010, je ne me rappelle pas exactement l'année précise, mais on est rendu, chaque Canadien a au maximum, ceux qui avaient 18 ans lorsque ça a commencé, on est rendu à peu près à 80 000 maximum de cotisations qu'on peut mettre dans notre CELI. Donc, il y a une limite. Là. On ne peut pas placer $1 million là-dedans comme ça, puis c'est magiquement, il n'y a pas d'impôt sur l'argent qui est gagné avec ça. Donc, c'est limité, mais c'est quand même pas mal le fun, ce compte-là. On peut faire des choses, surtout si on réussit à choisir des investissements qui performent bien. Puis là, je vais y aller d'un exemple personnel. Moi, j'ai commencé à investir dans les FNB en 2013. J'en ai déjà parlé même dans l'émission précédente. Mais à un certain point, je voulais investir dans des compagnies précises, des compagnies dans lesquelles je croyais que je croyais qu'elle allait bien performer dans le futur. Une des compagnies dans laquelle j'ai investi, c'est Shopify. Puis j'ai quand même investi un bon montant. J'ai pris plusieurs dizaines de milliers de dollars de mon CELI pour acheter des actions de Shopify en me disant, moi, je pense que cette compagnie-là va bien performer dans les 10-20 prochaines années. Et puis, je vais acheter ça, j'ai confiance. Je prends un petit peu plus de risques. Je suis conscient de tout ça. J'avais mes placements indiciels aussi en plus. Fait que c'était pas une si grosse partie de mon portefeuille, mais j'avais le goût de prendre un petit peu plus de risques. Puis je me disais, OK, ça va être du buy and hold. On va garder ça pour le long terme. Je pense que cette compagnie-là, j'appréciais beaucoup là, leur vision, puis à quel point il y avait de la croissance là, devant eux. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que au lieu de prendre 10-20 ans pour vraiment faire de l'excellent rendement, cette compagnie-là a fait, la valeur a fait x10 en l'espace de pratiquement 2 ans. Une croissance assez fulgurante qu'on ne voit pas souvent, évidemment, dans le marché. J'ai été un peu chanceux, je vais l'avouer, avec ça. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que vu que c'était dans mon CELI, OK, ben là, je me retrouvais avec une valeur, par exemple, dans mon CELI de 300 000 $. Donc, même si le plafond de cotisation, lui, je l'avais respecté. J'avais, à ce moment-là, en plus, le plafond, c'était comme 60 000 $ à peu près.
J'avais pas mis plus que 60 000 $, j'avais pas. Mais comme les placements à l'intérieur avaient fructifié, donc là, je me retrouvais avec une valeur comme ça beaucoup plus grande que la limite de cotisation. Puis là, la beauté avec ce compte-là, c'est que tu peux retirer. C'est pas comme le REER. Quand tu retires d'un REER, il faut payer de l'impôt. Mais quand tu retires d'un CELI, tu ne payes pas d'impôt. Donc, ce que j'ai fait, moi, là, mes actions de Shopify, je voulais les garder longtemps, mais comme qu'ils avaient pris autant de valeur en peu de temps, j'ai décidé c'était une trop grosse allocation là, à ce moment-là dans tous mes actifs, j'ai décidé d'en vendre. Donc, j'ai vendu une tranche de 200 000 $, je l'ai retiré. Puis là, la beauté de ça, c'est que maintenant, je peux, mon plafond, je peux remettre, si je veux, 200 000 $ dans mon CELI parce que dès qu'on retire de l'argent, le montant qu'on retire, ça s'ajoute à notre plafond de cotisation. Donc, c'est un super beau programme pour vrai. Si on est chanceux comme moi, évidemment, je conseille jamais à personne d'aller investir autant dans des produits risqués. Ça dépend vraiment de notre tolérance au risque. Et puis, je recommande évidemment de consulter un professionnel pour prendre vos décisions, ne pas vous baser évidemment sur ce que je dis aujourd'hui. Mais je voulais simplement illustrer que potentiellement avec un CELI, si vos placements ont une belle croissance, techniquement, il n'y a rien qui empêche de faire augmenter la valeur à 1 million de $. Puis là, tout d'un coup, on se retrouve avec, c'est ça, ce montant-là, 1 million de $, mettons, qui, qui, qui peut faire des gains libres d'impôts. Ça, c'est une grosse force, c'est un beau cadeau du gouvernement de nous permettre de faire ça, le compte CELI. Donc, voilà, c'est important de comprendre un peu comment ça marche. Troisième type de compte dont je veux parler, c'est le REEE, le régime enregistré d'épargne études. Normalement, ça, ce sont les parents qui vont ouvrir ce type de compte-là pour leurs enfants. Et puis, la façon que ça fonctionne, le parent cotise dans le compte REEE. À ce moment-là, il n'y a pas de déduction d'impôt comme le REER. C'est comme le CELI, en fait. On met dans le REEE et il n'y a pas de... On peut pas le déduire de notre revenu imposable pendant l'année qu'on le fait. Par contre, chose qui va arriver, le gouvernement va nous encourager parce que lui, si on met par exemple 500 $, le gouvernement va aller mettre, lui, 100 $ de plus dans notre compte. On va ouvrir le compte, on va mettre 500, il y a un 100 $ de plus, donc 20 % de notre cotisation jusqu'à hauteur de 2 500 par année, par enfant. Un 20 % va être ajouté par le gouvernement pour nous encourager, parce que le gouvernement veut que nos enfants aient des fonds, veut que les parents investissent, épargnent de l'argent pour les études de leurs enfants. L'éducation, c'est important. Donc, c'est pour ça que ce régime-là existe. Pendant toute la durée de la vie du compte REEE, les placements à l'intérieur ne sont pas imposés. C'est imposé seulement lorsque l'enfant va aller aux études et qu'on va retirer les sommes. Et là, les cotisations, elles, ne seront pas imposées. Le 500 $ qu'on a mis, mettons, supposons par année, ou le 2500, lui, on fait juste le retirer. Ça appartient toujours aux parents en passant. Le parent peut décider de le donner à son enfant, évidemment. Mais le 100 $, lui, du gouvernement, va être imposé, mais il va être imposé sur les revenus de l'enfant, par exemple, quand il va avoir 18 ans. Donc, normalement, un enfant qui a, je veux dire, un ado à ce moment-là, ou un adulte même, qui est aux études, ne va pas avoir beaucoup de revenus. Donc, il n'y a pratiquement pas d'impôt qui va être payé de ça. Et tous les gains aussi qui va s'être accumulés, donc gains en capital, revenus d'intérêt, revenus de dividendes, tous les gains au-delà des cotisations originales, évidemment, vont être mis, elles, à l'enfant sur sa déclaration d'impôt. Puis, comme je viens de dire, l'enfant n'a pas beaucoup d'impôts à payer, n'a pas beaucoup de revenus à ce moment-là, ça ne sera pratiquement pas imposé parce qu'on va être dans la tranche pratiquement non imposable là, de l'enfant. Donc, c'est ça. Donc, il y a les subventions. Moi,
tranche de vie, je peux vous raconter que moi, les comptes REE, je trouve ça, comme les autres comptes, je les trouve très importants. Moi, mais j'ai dans ma famille, j'ai 2 frères. Ces frères-là ont des neveux, excusez-moi, ont des enfants, ont des filles, des garçons. À chaque enfant, neveu, ma belle-fille aussi, dans mon entourage, dans ma famille, moi, j'ai ouvert un compte REE pour chacune de ces personnes-là. Évidemment, j'ai demandé la permission aux parents parce que ben, quand je cotise 500 $ par exemple par année pour le compte de REE de mon neveu, ben, ça prend un 100 $ de la subvention sur le 500 $ maximum qu'il peut y avoir. Donc, tu sais, ça prend une certaine entente avec le parent. Euh, mais si le parent, d'abord, ne cotisait pas le maximum à son REE, dans mon cas, ben, c'était le cas, donc il y a pas de problème. Je fais ça pour. Puis là, ben, je me retrouve maintenant, là, la famille s'agrandit, surtout dans les dernières années. J'ai 5, je pense que j'ai 5 comptes REE pour chacune des personnes. Puis là, mon objectif avec ça, ça va être d'encourager mes neveux, nièces, ma belle-fille à peut-être investir pour le long terme parce que j'achète des placements, des entreprises, une par année, par enfant, avec ces placements-là. Puis, mon objectif, c'est d'avoir des conversations avec eux quand ils vont aller aux études pour leur montrer la puissance de l'investissement, puis surtout sur le long terme. Donc, c'est mes croyances, mes connaissances en investissement que je veux transmettre à mes neveux, nièces et à ma belle-fille. Donc, REEE, il faut en profiter, selon moi, si on est parent. C'est des subventions, c'est de l'argent que le gouvernement donne. En plus, on peut placer ça, puis on a un coussin après ça pour partir son enfant. Évidemment, il faut que l'enfant, au retrait des subventions puis des gains, il faut que ce soit pour payer l'école. Donc, ça prend des factures de livres, puis il faut que l'enfant soit inscrit à l'école, au cégep ou à l'université pour les études postsecondaires. Mais normalement, c'est ça. Normalement, si vous êtes dans une famille où est-ce que l'éducation est importante, puis il y a des bonnes chances que l'enfant fasse des études postsecondaires, donc c'est un bon investissement. Quatrième compte. Quatrième compte enregistré dont je veux parler. Là, les autres, je vais en parler un petit peu moins. Ben, le quatrième, le cinquième, le fonds enregistré de revenus de retraite, le FER, ça, c'est simplement la continuation du REER. Parce que le REER, on peut l'avoir jusqu'à un certain point, mais rendu à un certain âge, on doit le transférer en FER. Puis la particularité du FER, c'est comme le REER, donc c'est la même chose, il y a juste une lettre de différence d'ailleurs. La différence, c'est que le FER, on doit absolument retirer un montant minimum chaque année. Parce que l'idée, c'est qu'on ne veut pas nécessairement continuer à faire grossir ça. On ne peut plus cotiser dans notre FER. Il faut absolument en retirer un minimum à chaque année, normalement jusqu'à notre décès. Le gouvernement a prévu un peu ce mécanisme-là là, pour éviter que ça fasse juste s'accumuler puis qu'il n'y ait rien qui se passe à la fin. Là. Il faut, à un moment donné, il faut le décaisser, il faut l'enlever. Là, si on n'en a pas de besoin, ben, on peut le retirer, payer notre impôt, puis peut-être le mettre dans le CELI à ce moment-là, ou simplement l'utiliser, puis voyager, puis rendu à notre retraite, il faut la dépenser l'argent. Ensuite, cinquième compte, le CRI, le compte de retraite immobilisé. Bien souvent, l'origine de ce compte-là, c'est rare qu'on va s'ouvrir ça là, de notre propre volonté. L'origine souvent d'un régime, c'est à l'origine d'un régime de pension de l'employeur. Puis les employeurs, quand ils ont des régimes de pension, ils ont des... Donc, je connais pas beaucoup ces régimes-là. Moi, j'en ai pas eu, en fait. Moi, j'ai utilisé les REER. J'ai jamais eu de régime de pension de l'employeur. Je connais un peu parce qu'évidemment, je m'intéresse beaucoup à ces choses-là. Souvent, tu as un régime de pension d'employeur, ça va être soit à cotisation déterminée ou comme une rente. Là, je ne me rappelle pas le bon mot, là, mais soit une rente. Puis, ils ont des règles spéciales pour faire augmenter ça à l'abri de l'impôt, mais
rendu à la retraite, il faut l'immobiliser. Puis là, il y a des règles très strictes. On peut pas, il faut que ça devienne une rente, absolument. Ça peut pas être un montant, par exemple, qui est comme un fer. Si on voulait, on pourrait tout le retirer d'une shot. Là, on paierait l'impôt à ce moment-là, l'année qu'on le retire tout, mais c'est possible de le faire. Tandis que le CRI, le compte de retraite immobilisé, on peut même pas là, le retirer d'une shot, payer l'impôt. Il faut absolument que ce soit une rente. Il faut que ce soit un montant annuel qui est retiré. Ça, c'était pour le CRI. Ensuite, le CELIAP. Donc là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le CELIAP, c'est le nouveau compte 2023, compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat de la première propriété. OK? Lui, on peut cotiser chacun jusqu'à 8 000 $ par année à partir de 2023. On peut cotiser jusqu'à un maximum 40 000 $. C'est comme le CELI, les cotisations ne sont pas... Non, en fait, excusez-moi. Contrairement au CELI, les cotisations sont déductibles. Donc, on peut réduire nos impôts en faisant des cotisations au CELIAP. Donc, ça, c'est fantastique. Donc, le CELIAP, dans le fond, là, c'est le meilleur des deux mondes entre le REER puis le CELI. OK? Parce qu'on peut réduire notre impôt. Puis, si l'argent est utilisé pour l'achat de notre première propriété, on n'a pas besoin de le rembourser. On n'a pas besoin de le remettre dans notre... Puis, on n'a pas besoin de payer l'impôt non plus là-dessus. Si c'est vraiment un incitatif, un cadeau que le gouvernement nous fait pour l'achat de notre première propriété. Le gouvernement veut qu'on achète de l'immobilier. Alors, il a mis ça en place pour nous aider. C'est exemple, si on est un couple, on achète sa première maison en 2023, ben on peut mettre 8 000, ça fait 16 000 $. Et puis l'année suivante, quand on va faire nos impôts pour, par exemple, en 2024, quand on va faire nos impôts pour 2023, on va pouvoir retirer, chaque individu du couple va pouvoir enlever 8 000 $ de ses... bon, évidemment, il y a une case là, dans le formulaire, tu ne vas pas juste l'enlever, mais tu vas en bout de ligne, ton revenu imposable va diminuer de 8 000 $. Tu vas recevoir un retour d'impôt grâce à ça. Et puis, ça, c'est de l'argent dans tes poches. Gratuite. Il faut absolument profiter. Puis là, il y a plein de monde aujourd'hui, en 2023, qui achètent des propriétés qui ne sont pas trop au courant de ça. Puis ça me fait un petit peu capoter pour vrai de voir ça, qu'il y a des gens qui achètent leur première propriété puis qui ne savent pas trop. Ah, c'est-tu même ouvert? On peut-tu le faire, le CELIAP? Oui! Oui, on peut le faire. Faites-le parce que c'est des milliers de dollars finalement dans vos poches que vous allez retirer l'année prochaine en retour d'impôt. Donc, il faut absolument utiliser ça. Puis, il y a plein de façons, là, même si finalement on n'achète pas sa première propriété, on peut récupérer, on peut pousser ça vers un REER. On peut, si on veut, même si on n'achète pas de première propriété, on peut le retirer après ça de notre CELIAP. C'est juste que là, on va se retrouver à payer l'impôt. Mais c'est flexible. Il faut l'utiliser pour vrai. Ça, c'est un bon boost pour aller vers l'indépendance financière si on n'a pas encore acheté notre première propriété. Je vais en parler plus en détail dans une autre émission pour aller dans peut-être là, vraiment détailler dans les règles, comment ça fonctionne. Donc, c'est important de minimiser l'impact fiscal d'une croissance pour permettre une croissance plus rapide de nos investissements. Il faut profiter de ces comptes-là parce que c'est ça, c'est une chose d'aller vers l'indépendance financière, mais si on se met des bâtons dans les roues parce qu'on ne connaît pas les programmes de gouvernement, l'impôt, c'est une grosse partie. Hein? Donc, on a l'épargne, on a l'investissement, l'impôt, je te dirais que c'est comme le triangle. Il faut connaître, faut bien profiter de ces trois choses-là pour accumuler un capital puis aller vers l'indépendance financière. Je vous rappelle l'importance de consulter un professionnel, un comptable, pour comprendre, pour mieux utiliser ces outils-là, bien adaptés à votre situation personnelle, évidemment. Moi, je fais une émission en ce moment générale et puis certaines situations pourraient ne pas s'appliquer à vous. Je vous ai ajouté des exemples concrets. Peut-être,
J'aurais pu parler du RAP aussi, peut-être ça aurait été pertinent. Le RAP, c'est avec le REER. Moi, personnellement, je ne pouvais pas utiliser le CELIAP, évidemment. J'ai acheté ma propriété en 2008. Ça n'existait pas à ce moment-là. J'ai utilisé le RAP. Le RAP, on doit avoir nos placements dans nos REER pendant au moins 90 jours avant de pouvoir les retirer. Puis, il faut remettre après ça dans nos REER. On a comme 15 ans pour remettre le montant qu'on retire pour notre mise de fonds. On doit le remettre. Donc, tout ça, on n'a pas besoin de faire ça avec le CELIAP. C'est pour ça que c'est vraiment mieux. Mais encore aujourd'hui, étant donné que ça commence le CELIAP, le REER et le RAP, c'est encore pertinent pour l'achat de sa première propriété. Puis on peut combiner. Il y a des stratégies qu'on peut faire pour utiliser et le RAP et le CELIAP. On peut utiliser même notre RAP pour cotiser à notre CELIAP parce que le CELIAP, il n'y a pas de limite de 90 jours. On peut juste le mettre dedans, l'enlever. C'est fantastique. Excusez. OK. Donc, je m'arrête. Et puis, sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation sur votre chemin vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.